J'ai le plaisir d'ouvrir cette conférence avec Aline Victor qui se présentera bien plus que je le ferai tout à l'heure. Donc, je suis chargée de projet en prévention santé pour le groupe Aesio et donc en charge, comme mes collègues, d'organiser une partie de ce cycle de conférences qu'Audrey vous a présenté. La présentation donc je prends quelques minutes pour vous présenter le groupe. Le groupe Aesio est constitué de 3 mutuelles qui formeront Aesio Mutuelle à partir de janvier prochain. Donc, les entités Apreva, Adrea et Ovi MCD Mutuelle ne feront plus qu'un à partir de janvier 2021. L'idée, c'était d'offrir une offre globale à tous nos adhérents. Et ça l'est toujours d'ailleurs. Tous nos adhérents, c'est-à-dire plus de 3 millions de personnes protégées, 40 000 entreprises aussi, dans lesquelles on protège les salariés de ces entreprises, et un rayonnement territorial de proximité, puisque nous disposerons de 350 agences sur l'ensemble du pays. Et puis, la particularité d'Aesio, c'est de pouvoir offrir des actions de prévention santé au plus près sur les territoires et aussi en ligne, comme nous le faisons aujourd'hui et dans ce cycle de conférences, puisque le service prévention et promotion de la santé est en capacité de vous accueillir, les adhérents, sur des ateliers, des conférences, des stands tout au long de l'année, des moments de repérage aussi. Voilà, donc nous ne pouvons que vous encourager à suivre notre cycle de webconférences et à nous rejoindre sur nos actions de proximité au cours de 2021. Je laisse donc la parole maintenant à Aline Victor qui va nous présenter le sujet du jour, à savoir l'alimentation des seniors entre équilibre et plaisir. Eh bien, merci Corinne, merci au groupe Aesio de m'accueillir aujourd'hui. Puis bonjour à tous, et puis ravie de voir que ce sujet attire même les jeunes, ce qui veut dire que les jeunes vont être des bons conseillers pour leurs proches par rapport à tous les conseils que je vais vous donner aujourd'hui. Donc moi, je me présente, je suis Aline Victor, je suis diététicienne nutritionniste. Je travaille depuis plus de 10 ans dans le secteur du senior. Je connais donc très bien les enjeux qui touchent cette population. Et puis, je suis aussi déléguée régionale pour l'association de l'AFDN, donc l'Association française des diététiciens nutritionnistes. Voilà, donc je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui. Alors, avant de parler finalement d'alimentation, on va revenir sur le sujet du senior. Finalement, qu'est-ce qu'un senior? Alors, moi, je vais vous donner la définition du senior en termes de santé, parce que j'imagine que on se sent plus ou moins senior en fonction de comment on se sent dans sa tête, comment on se sent dans son corps. Et puis aussi, vous savez que sur le marché de l'emploi, le terme senior est un sujet à controverse. Donc moi, je vais vous donner vraiment la définition du senior, mais d'un point de vue nutritionnel, d'un point de vue santé. Alors, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une bonne nouvelle. Le nombre de seniors aujourd'hui en France augmente. D'après les chiffres de l'INSEE, on compte aujourd'hui environ 16 millions de personnes de plus de 65 ans. Et ce chiffre ne va faire qu'augmenter, puisque vous savez qu'on fait de gros progrès en termes d'évolution médicale. On trouve des solutions aujourd'hui pour vivre en bonne santé longtemps. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Bien évidemment, ça va avoir des conséquences, et on le verra tout à l'heure, que ce chiffre augmente, ça va avoir forcément des conséquences sociétales et environnementales. Alors moi, je voudrais revenir quand même sur un sujet qui est les étapes de la vie. Il faut savoir qu'aujourd'hui, dans notre vie, il y a 3 étapes fondamentales qu'on appelle robuste, fragile et dépendance. Et donc, je vais bien revenir sur ces différentes étapes de la vie. Pourquoi? Parce que chaque étape de la vie a son importance, puisque robuste, on parle d'un état on va dire actuel, donc pour lequel on va avoir une bonne alimentation, une bonne activité physique, etc. Mais tout ça, on va le revoir. Ensuite, l'étape fragile, qui est une étape encore réversible, c'est-à-dire que quand on tombe dans la fragilité, on peut encore redevenir robuste si on se prend en charge suffisamment tôt. Et par contre, il y a l'état de dépendance que vous connaissez peut-être vous-même ou par des proches, qui là, pour le coup, est plus compliqué à prendre en charge. Et parfois, ce que disent des spécialistes, c'est que c'est souvent une étape irréversible, c'est-à-dire qu'une fois qu'on est dans la dépendance, il est très compliqué de redevenir à l'état robuste. Alors aujourd'hui, dans la répartition chez les seniors de ces 3 catégories de personnes,
On sait que les seniors actifs et les seniors fragiles représentent 89% des seniors. C'est quand même un point positif, puisque ce qui veut dire qu'on mène des actions aujourd'hui, que ce soit en termes d'alimentation ou d'autres actions préventives, qui permettent justement de maintenir les seniors en bonne santé. Malgré tout, il y a quand même 11% de la population des seniors qui sont des seniors dites dépendants. Alors, qu'est-ce que des seniors actifs? Eh bien, les seniors actifs, c'est des personnes qui ont une vie sociale, qui font de l'activité physique, qui vont rencontrer leur famille, qui voyagent, qui ont des loisirs, etc., etc. Les seniors fragiles, et c'est là-dessus qu'on va actionner aujourd'hui notre discours, parce que c'est vraiment sur cet état de fragilité qu'on ne veut pas que vous tombiez, hein, qu'on veut vraiment faire de la prévention pour éviter de tomber dans cet état de fragilité. Et donc, on va bien évidemment revenir sur ce sujet-là, donc je n'en dis pas plus pour le moment. Et il y a les seniors dépendants qu'on ne va pas aborder forcément dans le détail aujourd'hui, mais qui est vraiment un enjeu de santé publique, puisque quand on parle de seniors dépendants, on va parler d'un sujet que vous avez peut-être entendu parler en ce moment même, puisqu'on vient de terminer la semaine de la dénutrition, hein, qui a été menée depuis le 12 novembre et qui s'est finie hier. Donc la dénutrition, c'est en fait un défaut d'apport, hein, c'est des gens qui ne mangent pas suffisamment, donc on a un défaut entre ce qui est consommé et ce qui est dépensé par l'organisme. Et on l'a trouvé notamment en cette période aussi de Covid-19, où on sait que le Covid a augmenté les besoins de l'organisme au détriment d'apports alimentaires qui n'étaient insuffisants. Donc, c'est effectivement le terme de dénutrition. Mais on ne va pas s'attarder sur cette étape-là, on va surtout s'attarder sur la fragilité, qu'est-ce que c'est et surtout comment on prévient la fragilité pour vivre en bonne santé le plus longtemps possible. Alors, il faut savoir qu'il y a des signes d'alerte de la fragilité. Donc, je vais vous en passer quelques-uns en revue et du coup, ça vous permettra de voir, de vous situer par rapport à ces critères de fragilité. Le premier critère de fragilité, c'est le manque de force ou le manque d'envie. Une personne qui n'a plus vraiment la force ou l'envie de faire ses courses, n'a plus vraiment l'envie de faire à manger. Donc ça, déjà, c'est un premier critère d'alerte. Le deuxième critère d'alerte, c'est la consommation de repas par jour ou une assiette qui ne se termine pas. Une personne qui va vous dire, moi, je mange que 2 repas par jour ou mon assiette, je prends une assiette, mais très souvent, je la finis pas, je la jette à la poubelle ou je le donne à mon animal de compagnie. Ça, c'est des choses qu'on voit assez souvent. Donc ça aussi, ça doit être un critère d'alerte. Si on n'a pas cette consommation de au moins 3 repas par jour ou en tout cas, si on ne finit pas régulièrement ces assiettes, ça doit nous alerter. Un deuxième sujet qui est très fréquent puisque les chiffres montrent qu'il y a 30% des personnes de plus de 65 ans qui font au moins une chute dans l'année et vous êtes peut-être concerné par ce sujet. Donc, sachez qu'une chute, c'est pas anodin. Le fait de chuter, ça veut dire qu'il y a une perte de force, une perte de mobilité, une perte des capacités musculaires et donc ça doit alerter sur un état nutritionnel qui est potentiellement pas adapté. Ensuite, il y a des pathologies qui peuvent entraîner une fragilité. On l'a vu et je vous en ai parlé, la Covid-19, c'est typiquement une pathologie infectieuse qui a créé de la fragilité chez certaines personnes et notamment les personnes âgées. Il y a des pathologies inflammatoires, il y a des pathologies chroniques comme le diabète, l'hypertension, l'obésité qui créent effectivement de la fragilité chez ces personnes. Le cancer est une critère de fragilité parce que malheureusement, le cancer entraîne des effets secondaires et les premiers effets secondaires comme les nausées, les vomissements, la perte d'appétit entraînent effectivement une cause de perte d'appétit, donc en tout cas une fragilité qui s'installe. Une autre pathologie que vous connaissez peut-être dans votre entourage, c'est la maladie d'Alzheimer, parce que quand on parle d'Alzheimer, on parle de perte de mémoire et effectivement, on peut oublier de manger, on peut oublier de comment on se sert d'un couvert, on peut oublier de comment il faut cuisiner et donc cette perte de mémoire peut entraîner une perte de consommation alimentaire et donc une fragilité. Un autre sujet aussi qui alerte aussi beaucoup les dentistes, c'est l'état bucco-dentaire. Il faut savoir qu'avec l'âge, avec le temps, si on ne se soigne pas correctement, si on ne va pas voir régulièrement son dentiste, il peut y avoir un impact important sur l'état bucco-dentaire. Et vous savez, quand on mange, l'aliment passe en priorité par la bouche. Et donc, si vous avez une douleur dentaire, si vous avez des dents en moins, si vous avez un défaut d'appareillage, si vous avez des douleurs, tout ça va forcément avoir un impact sur votre prise alimentaire. Ça peut aller jusqu'à même des troubles de déglutition, donc des difficultés à avaler certains aliments. Et c'est là qu'on voit progressivement des personnes
retirer de son alimentation la viande, certains fruits, certains légumes qui peuvent être compliqués à manger. Et du coup, on se retrouve avec un appauvrissement de l'alimentation. Encore d'autres signes d'alerte, le réfrigérateur. Alors ça, c'est des études l'ont montré. Quand un réfrigérateur est très dépourvu d'aliments à l'intérieur, un réfrigérateur qui est très souvent vide, voire même un frigo qui est rempli d'aliments périmés, doit être un critère d'alerte parce qu'effectivement, ça démontre que la personne ne fait pas ses courses régulièrement ou en tout cas ne consomme pas suffisamment de produits frais. Et donc, ça donne un indicateur aussi sur la qualité, la variété de son alimentation. Un autre critère qui souvent est un critère qui est souvent oublié parce que souvent on veut, à tout âge, on a envie de perdre du poids, on a envie d'être mince, on a envie d'être bien dans son corps et on pense qu'il faut perdre du poids. Alors, là, attention, parce qu'arrivé à un certain âge, le fait de perdre du poids, ça peut être un critère de fragilité, ça peut entraîner un système immunitaire moins efficace. Et surtout, ce qui est à prendre en compte, c'est la rapidité à laquelle vous perdez du poids. Si vous avez un proche ou si vous-même avez perdu du poids de façon assez récente et très rapidement, c'est-à-dire de l'ordre de 2-3 kilos, il faut vraiment vous demander si vous avez une bonne alimentation et une alimentation adaptée. Parce que quand on perd vite du poids, on verra tout à l'heure, mais c'est qu'on perd de la masse musculaire, on ne perd pas du gras. Donc, une personne où vous aurez vu justement des vêtements qui flottent ou une personne qui est obligée de resserrer sa ceinture de plus en plus au fur et à mesure du temps, ça veut dire qu'il y a potentiellement une perte de poids rapide et donc là, il faut peut-être s'inquiéter. Un dernier point, un dernier critère qui est l'isolement. Qui entraîne souvent des dépressions, une solitude. Et là, c'est vrai qu'en cette période de confinement, ça peut être compliqué. Mais voilà, une personne qui s'isole, qui a peu d'activités, peu de liens sociaux, peut être un critère de fragilité. Parce qu'on sait très bien que l'alimentation, ça va avec la vie sociale, ça fait partie de la convivialité. Et quand on est tout seul, quand on mange tout le temps tout seul, eh bien effectivement, ça peut engendrer une perte d'appétit et donc créer ensuite un isolement. Et donc, la personne sort de moins en moins de chez elle et du coup, forcément, achète moins de diversité en termes d'aliments. Et puis, l'isolement ou la dépression, elle peut être liée aussi à la perte d'un proche, et notamment quand c'est l'épouse qui décède et quand c'est l'épouse qui cuisinait à la maison, eh bien, effectivement, cette perte d'équilibre, cette référence qui cuisinait à la maison, eh bien, ça peut engendrer effectivement un critère de fragilité. Donc, vous voyez que finalement, ces critères de fragilité ne sont pas uniquement des critères de santé, mais bien des critères environnementaux, sociétals. Et vous êtes tous, soit vous-même concernés ou vos proches concernés par ces critères d'alerte. Et donc, il ne faut pas les prendre à la légère, c'est très important. Alors, c'est d'autant plus important que c'est un vrai enjeu de santé publique et un enjeu économique. Quand vous regardez un petit peu les deux courbes, la courbe de gauche, c'est pour vous montrer l'espérance de vie des Français. Alors, très bonne nouvelle, depuis 10 ans, on a augmenté notre espérance de vie. On vit aujourd'hui en moyenne autour de 80-85 ans. Et pour mesdames qui nous écoutent, oui, mesdames, on vit plus longtemps que ces messieurs, puisqu'on a une réponse, en tout cas, aux agressions extérieures beaucoup plus forte. On est beaucoup plus robuste que ces messieurs. En tout état de cause, on vit entre 80 et 85 ans. C'est l'espérance de moyenne de vie en moyenne. Et bien évidemment, il y a des gens qui vivent encore plus longtemps que ça. On sait qu'il y a des centenaires aujourd'hui en France, et tant mieux. Par contre, ce qui nous inquiète, nous, en tant que professionnels de santé, c'est plutôt l'espérance de vie en bonne santé. Et elle, pour le coup, elle stagne. On voit qu'en moyenne, on est autour de 62-64 ans. Et ça, hommes et femmes. Donc, on voit que finalement, quand on compare les deux courbes, on passe 20 ans de notre vie malade. Alors, quand je dis malade, ce n'est pas de grosses maladies très graves, mais ça peut être de l'hypertension, ça peut être un peu de cholestérol, ça peut être une maladie cardiovasculaire qui arrive, du diabète qui s'installe, un peu de surpoids, etc., etc. Donc, il faut vraiment prendre en considération que 65 ans, c'est un peu l'âge de transition où les maladies commencent à s'installer et si on ne fait pas attention à son alimentation, eh bien, on peut vivre très longtemps, mais avec des pathologies, des maladies, et qui tout ça a un impact forcément sur l'organisation, sur votre environnement, sur votre rémunération aussi, parce que le fait d'avoir des médicaments, d'aller voir le médecin, d'aller se faire hospitaliser, etc., ça a un coût pour vous et pour la société.
Alors du coup, moi je suis là pour vous donner les axes pour justement prévenir cette fragilité, pour que vous soyez demain tous en très bonne santé et que vous alliez jusqu'à, j'espère, jusqu'à 100 ans en très bonne santé. Donc une notion qu'il faut que vous ayez en tête et qui du coup, c'est un sujet sur lequel nous on travaille, c'est l'autonomie. Alors c'est quoi l'autonomie? C'est la capacité d'assurer les actes de la vie courante. C'est-à-dire que vous avez besoin de personnes au quotidien pour faire votre ménage, pour faire votre jardinage, pour faire vos courses, pour vous faire à manger, etc., etc. Alors, peut-être vous allez me dire, mais moi je suis très bien, je me sens pas en perte d'autonomie, j'ai pas de souci avec ça. Sauf quand on regarde les chiffres et ce que donnent un peu les tendances, en tout cas de l'Organisation mondiale de la santé, c'est qu'aujourd'hui en France, on a à peu près 2 millions de seniors en perte d'autonomie à domicile, donc des gens qui nécessitent une aide à domicile. Alors, peut-être que dans les gens qui m'écoutent, il y a peut-être des personnes qui sont aidantes, c'est-à-dire vous venez en aide à vos proches pour justement faire à manger, faire les courses. Donc, ça prouve bien que vous avez certainement des gens autour de vous qui sont en perte d'autonomie. Et surtout, quand on regarde ce qui va se passer dans les années à venir, on voit que ce chiffre n'est pas à la baisse, mais plutôt au contraire est en augmentation, puisqu'on s'attend à avoir 4 millions de seniors en perte d'autonomie d'ici 2050. Donc, il est grand temps pour nous aujourd'hui de vous donner les bonnes clés pour justement ne pas tomber dans l'autonomie, enfin dans la perte d'autonomie, pardon, ne pas tomber dans la dépendance et donc justement d'éviter cette phase de fragilité et de rester en état robuste le plus longtemps possible. Et pour ça, un des axes, c'est la nutrition et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Alors, on va vous faire jouer un petit peu. Alors, on va voir si vous êtes joueur. Je vais vous faire un petit quiz parce que l'idée, c'est pas que je vous donne les réponses tout de suite. Donc, on va passer à la première question. Donc, je pense que Happy Visio va vous aider là-dessus. Donc, vous avez un petit questionnaire. Il suffit ici de répondre. On doit manger de la viande quand on doit manger moins de viande, pardon, quand on vieillit. Je vous laisse répondre par vrai ou par faux. On va attendre que tout le monde ait le temps de répondre. Donc, vous avez répondu. Hop. Alors, du coup, moi, je ne vois pas le... Pardon, je n'appuie pas sur le bon truc, pardon. Alors, vous avez été 22 personnes à répondre vrai et 42% à répondre faux. Alors, du coup, la réponse est... Hop. Eh bien, c'est faux. En effet, quand on vieillit, on ne doit surtout pas manger moins de viande. Alors souvent, on pense que parce qu'on fait moins d'activité physique, parce qu'on sort moins de chez soi, parce qu'on est moins mobile, on a arrêté de travailler, etc., on n'a plus besoin de manger de la viande. Or, c'est faux parce qu'il y a une maladie qu'on appelle la sarcopénie. C'est quoi la sarcopénie? C'est un symptôme, un effet physiologique qui arrive dès l'âge de 50 ans. C'est-à-dire que, quelle que soit la personne, à partir de 50 ans, on perd du muscle. Donc, si on ne fait pas d'activité physique, si on ne mange pas de protéines, eh bien, nos muscles vont s'atrophier, donc on va perdre du muscle. Et du coup, c'est comme ça qu'on devient en perte d'autonomie, c'est-à-dire que c'est comme ça qu'on perd de la mobilité. Peut-être que vous avez le sentiment, vous, chez vous, de se dire ça fait depuis quelques jours, j'ai du mal à me lever de ma chaise, je mets plus de temps à descendre mes escaliers, ou quand je veux traverser la rue, c'est plus compliqué, je mets plus de temps. Eh bien, tout ça, ça nécessite effectivement un effort musculaire. Donc, si vous avez cette sensation, effectivement, d'être moins costaud sur vos jambes, d'avoir moins de force dans les bras, d'avoir des difficultés pour ouvrir une bouteille, par exemple, eh bien, c'est peut-être que vous avez perdu un peu de masse musculaire. Donc, on mange de la viande. Donc, la viande, quand je dis la viande, c'est viande, poisson, œufs. 2 fois par jour, ça, c'est les recommandations du Plan national nutrition santé, donc midi et soir. Alors, si vous n'êtes pas très friand de viande, vous pouvez effectivement alterner avec les œufs et le poisson, mais aussi avec les produits laitiers, le fromage, les yaourts, le fromage blanc, ça apporte aussi des protéines intéressantes pour vos muscles. Je fais juste une petite aparté sur les protéines végétales, parce que peut-être que certains d'entre vous vont me poser la question. Aujourd'hui, les études montrent que c'est la protéine animale qui permet de synthétiser nos muscles. Donc, on donne vraiment priorité aux protéines animales. Donc, quand je dis qu'il faut manger de la viande, des œufs, du poisson, c'est bien pour l'intérêt des protéines animales qui sont contenues dans ces aliments. D'accord? Deuxième question. Je dois boire au moins 1 litre d'eau par jour. Vrai ou faux?
Alors, la réponse. Donc, vous avez été 61% à dire vrai et 1% seulement à dire faux. On va voir la réponse. Alors, c'est vrai. En effet, il faut faire attention à la perte de la sensation de soif quand on vieillit. Alors, d'autant plus vrai en hiver, puisqu'en hiver, souvent, on ne pense pas forcément à boire parce qu'on n'a pas forcément cette sensation de soif qui arrive. Donc là, je vous ai montré un peu un exemple de comment boire finalement 1 litre d'eau par jour. C'est vrai que c'est pas forcément que de l'eau en bouteille ou en boire du robinet, hein. Ça peut être effectivement l'eau qu'on va retrouver dans le café du matin. Ça peut être aussi l'eau contenue dans le thé ou les tisanes si vous êtes friand de ce genre de boisson. Mais ça peut être aussi l'eau contenue dans certains aliments comme les légumes, hein, qui sont très gorgés d'eau. Et donc, le potage, typiquement, peut être une bonne solution pour apporter de l'hydratation. Donc, pensez effectivement à boire pendant les repas, mais aussi à boire en dehors des repas. L'idéal, c'est d'avoir sa petite gourde avec soi tout au long de la journée pour boire, même quand on n'a pas soif. Et ça, c'est très important. Troisième question. 3 repas par jour sont suffisants après 65 ans. Vrai ou faux? Alors, la réponse, 45%, vous avez dit vrai, 15%, vous avez dit faux. Alors, on va voir la réponse. Alors, c'est vrai, mais je vais mettre quand même une condition. Donc, ceux qui ont dit vrai, vous avez eu raison. Vrai, par contre, seulement si vous arrivez à couvrir vos besoins en 3 repas par jour. Donc, très clairement, si vous avez un petit appétit, si vous êtes quelqu'un qui avait du mal à manger des grosses quantités, ou vous avez le sentiment d'avoir des difficultés à finir vos assiettes, si vous êtes fatigué, il y a des jours où on n'a pas forcément envie de faire des gros repas. Si vous êtes dans ce cas de figure-là, je vous invite à rajouter dans votre alimentation de tous les jours 1 à 2 collations pour justement combler cette perte d'appétit ou ce risque de déficit. Alors, je parle bien de collation, je ne parle pas de grignotage. Une collation, c'est on sait ce qu'on va consommer. Donc, ça peut être un produit laitier, ça peut être des fruits, ça peut être des fruits secs, des fruits oléagineux, par exemple, les noix, les noisettes, les amandes, c'est des bons coupes-fins et des bons aliments qui vont vous apporter des fibres, plein d'oméga 3, enfin voilà, plein de bonnes choses pour votre santé. Mais c'est pas un paquet de gâteaux qu'on va grignoter comme ça entre deux émissions télévision ou devant la télé. Voilà, on fait une vraie collation, on se place à table et on apprécie la collation de l'après-midi. Alors, bien évidemment, ça peut être aussi un petit gâteau au chocolat de temps en temps, à partir du moment où on le partage et qu'on prend conscience du plaisir que nous apporte ce gâteau au chocolat. Donc, 3 repas par jour, c'est effectivement la base et un peu plus si on n'arrive pas à combler nos besoins avec ces 3 repas par jour. 4e question. Le gras fait grossir. Donc, on a fait des questions simples, hein, vous répondez à chaque fois vrai ou faux. Donc, vous êtes 17% à avoir répondu vrai et 43% à avoir répondu faux. Alors, la réponse est bien évidemment faux. Il faut savoir que dans une ration de tous les jours, hein, les lipides, c'est à peu près 35 à 40% de nos besoins. Donc, vous voyez que ça couvre quand même une grosse partie de nos apports caloriques. Et en plus, l'avantage des lipides, c'est que c'est une bonne source d'énergie, hein. Donc, c'est vrai que quand on mange du gras, ça apporte de l'énergie rapidement et c'est donc une excellente source. Et quand on perd du poids, je vous ai parlé tout à l'heure de la perte musculaire, il faut savoir que pour fabriquer du muscle, on a d'une part besoin de protéines animales, mais aussi besoin d'énergie, puisque créer du muscle, ça demande de l'énergie. Et donc, rien de mieux que des lipides qui apportent beaucoup d'énergie dans un faible volume pour combler cette association. Alors, il faut savoir aussi que souvent, on fait le lien, on se dit, ouais, le gras, c'est des lipides, c'est du gras. Mais attention, dans les aliments naturellement gras, hein, comme l'huile ou le beurre, il y a aussi une source de vitamines, et notamment vitamine A, notamment pour le beurre et la crème, et de vitamine E pour toutes les huiles végétales. Donc, ça a aussi des effets
par rapport à cette complémentation en vitamines. Et puis aussi, il ne faut pas oublier que, c'est le titre de la présentation d'aujourd'hui, quand on parle d'alimentation, c'est avant tout plaisir. Et c'est vrai que de manger une salade ou de manger un plat où il n'y a pas du tout de matière grasse à l'intérieur, c'est quand même moins bon. Hein, le gras, c'est aussi ce qui va apporter de l'onctuosité, de la saveur au plat. Donc, c'est vraiment ce qui va apporter le plaisir dans l'alimentation. Et on l'a dit tout à l'heure, hein, le fait de perdre l'envie de manger, c'est perdre de l'appétit. Et donc, le risque, c'est perdre du poids trop rapidement. Donc, je précise en cette petite phrase, hein, aucun aliment ne fait grossir, c'est bien l'excès de celui-ci. C'est sûr que si vous mangez tous les jours des plats qui sont frits, comme des frites, des cordons bleus, des choses comme ça, c'est cet excès-là de matière grasse qui va vous faire tomber dans l'excès, mais pas la graisse lui-même. Troisième dernière question. Les oméga 3 sont bénéfiques pour la mémoire. Vrai ou faux? Alors, vous avez été 58% à répondre vrai et seulement 1% à répondre faux. Alors, c'est vrai. Donc, les oméga 3, où c'est qu'on les trouve? On les trouve dans deux types de produits. On les trouve dans les poissons gras, donc le saumon, le thon, les sardines. Donc, ce sont des excellents produits qui contiennent de l'oméga 3. Et puis, certaines huiles végétales, comme noix, colza, soja. D'où l'importance de varier son alimentation et de ne pas se concentrer uniquement à certains aliments plutôt que d'autres. Donc voilà, du poisson gras 2 fois par semaine idéalement, si en fonction de ses goûts et de ses capacités aussi. Mais sinon, si on ne peut pas manger du poisson gras parce qu'on n'aime pas ça ou parce que ça peut être peut-être un peu cher à introduire dans ses repas, et bien là, on utilise les huiles végétales, on les varie. En plus, ça donne du goût, ça permet de varier les goûts dans les préparations. Donc, on n'hésite pas à varier ces huiles. À savoir que quand on parle d'oméga 3, il y a un régime, entre guillemets, une alimentation qu'on appelle l'alimentation méditerranéenne. Alors, je ne vais pas vous faire un cours précisément de l'alimentation méditerranéenne, mais je vous invite à vous intéresser en tout cas à ce type d'alimentation. Et en fait, c'est vraiment aujourd'hui, les experts disent que c'est vraiment l'alimentation préventive par excellence, justement, notamment dans ces troubles cognitifs, puisque ce sont une association d'aliments qui, justement, mettent en avant ces oméga 3, ces antioxydants, les bons apports en lipides, en protéines, en glucides, qui intègrent les céréales complètes également, qui est une alimentation riche en fibres, riche en vitamines, riche en minéraux. Donc, c'est vraiment une alimentation qui est l'alimentation préventive que tout le monde devrait respecter le plus possible. Alors, j'imagine bien que les personnes qui habitent dans le Nord et qui ont eu l'habitude, la culture de cuisiner au beurre et à la crème, c'est peut-être compliqué de changer subitement et complètement ses habitudes alimentaires. Mais en tout cas, on peut essayer de prendre quelques petites recommandations dans cette alimentation pour essayer de se rapprocher le plus possible de cette alimentation dite méditerranéenne. Alors, donc maintenant, on va parler de l'alimentation. On a parlé de l'alimentation, on vous a donné un peu quelques clés, mais l'alimentation, il n'y a pas que ça. Il y a bien évidemment d'autres atouts pour la prévention. Alors, la première chose, c'est la petite photo que vous voyez en haut à gauche, c'est la convivialité et le plaisir. C'est important d'avoir en tête qu'une bonne alimentation, elle est surtout appréciable quand on peut la partager avec ses amis, avec sa famille. Le fait de dresser une table, le fait de partager, d'avoir un moment de convivialité avec ces personnes-là. Donc voilà, il faut essayer au maximum de garder cette convivialité, de faire des sorties, de garder cet environnement en tout cas propice à une bonne alimentation et en tout cas une alimentation plaisir. La deuxième vignette qui est en haut à droite, c'est l'activité physique. On l'a parlé tout à l'heure de la perte de masse musculaire. Quand on associe une bonne alimentation avec une bonne activité physique, forcément, on va maintenir sa masse musculaire, on va maintenir sa tonicité, sa force musculaire, et du coup, on va maintenir et on va éviter justement cette perte d'autonomie. Alors, quand je dis activité physique,
Soyez rassurés, on ne vous demande pas demain d'aller faire un marathon, d'aller courir 35 km tous les jours, mais ça peut être de la marche, ça peut être un petit peu de stretching, ça peut être du yoga, ça peut être un peu de footing si vous aimez, ça peut être de la randonnée. Il y a plein aujourd'hui d'activités physiques adaptées notamment pour les personnes qui seraient moins sportives que d'autres pour trouver un bon équilibre et pour bouger un petit peu tous les jours. Alors, ça peut être aussi du jardinage. Il y a des gens qui adorent jardiner, il y a des gens qui bricolent. Sachez que ça fait partie aussi des mouvements et d'activités physiques de tous les jours. Ensuite, la petite vignette en bas à droite, c'est de vous dire qu'il faut aussi privilégier la saisonnalité. Donc, plus vous allez être proche de la saisonnalité, plus vous allez avoir des aliments de qualité qui vont être source de vitamines et de minéraux. Et donc, plus vous allez privilégier la qualité de ce que vous allez manger. Et plus vos aliments auront du goût. Faire son marché aussi, si vous avez la possibilité, si vous avez un marché à côté de chez vous, c'est l'intérêt de pouvoir assurer cette saisonnalité, cette proximité dans l'achat de vos fruits et de vos légumes. Ensuite, la vignette de gauche, c'est de vous dire aussi que y a plusieurs messages dans cette vignette, mais l'idée, c'est aussi de faire travailler sa mémoire parce que on a parlé tout à l'heure des oméga 3, mais l'idée, c'est aussi de faire des exercices, que ce soit de la lecture, des jeux, des choses comme ça, qui permettent justement de faire travailler sa mémoire et du coup de contribuer justement à maintenir son état cognitif en bonne activité et donc du coup de ne pas flancher au niveau des troubles au niveau cognitif. Et le deuxième message qu'on vous fait faire passer par cette petite vignette, c'est aussi le fait de partager et le côté générationnel, le moment de partage que vous pouvez avoir avec des gens plus jeunes. Donc, je vois qu'il y avait des gens de moins de 25 ans dans les auditeurs. C'est aussi des moments importants parce que ça permet d'éveiller la curiosité, d'éveiller des moments d'échange, de discussion, de raviver les souvenirs aussi. Donc, ces moments aussi de discussion entre générations, c'est quelque chose qui est très important et qui a montré justement son efficacité et son intérêt, en tout cas, dans le maintien de la personne. Et la dernière petite vignette que vous voyez au milieu, c'est simplement pour vous dire qu'aujourd'hui, quand vous allez chez le médecin, très, très souvent, on vous prend votre tension. Eh bien, ce qu'on voudrait aujourd'hui, et tous les professionnels de santé qui travaillent dans le milieu des seniors, ce qu'on voudrait, c'est que maintenant, les professionnels de santé pensent à peser les personnes. Parce que le fait de perdre du poids, c'est un vrai critère de fragilité, un vrai critère d'état nutritionnel vous concernant. Et donc, si vous perdez trop vite de poids, c'est comme pour la tension, si elle n'est pas bonne, eh bien, ça doit alerter le médecin. Donc, prenez les devants quand vous allez chez votre médecin généraliste, demandez à votre médecin de vous peser. Ou vous-même, si vous avez une balance chez vous, pesez-vous régulièrement. C'est vrai que c'est un peu à l'opposé de ce qu'on peut dire quand on parle de régime amaigrissant où on dit arrêtez de vous peser, c'est pas très bien. Quand on commence à vieillir, eh bien là, le critère poids est très important. Donc, prenez la peine de vous peser. Et si vous voyez que vous-même, vous perdez du poids et que vous perdez du poids rapidement, parlez-en à votre médecin parce qu'il y a des choses à mettre en place et des disponibilités à prendre en place. Voilà, donc je vous remercie de m'avoir écouté. On a rebalayé un petit peu tout ça. Alors, on va prendre du temps maintenant pour répondre à vos questions et voir du coup si vous avez des questions par rapport à tout ce qu'on vient de dire. Alors, je remonte jusqu'en haut. Aline, oui. Donc, j'ai noté des échanges entre les participants sur la différence entre les protéines, le terme a été utilisé dans le PowerPoint, et la viande. Donc, il serait peut-être intéressant de nous préciser quelles sont les sources de protéines et Oui. les protéines de bonne qualité nutritionnelle qu'il convient peut-être de privilégier. Oui. Voilà. Alors, tout à fait. Donc, c'est vrai, quand on parle de protéines, il y a deux types de protéines. Il y a les protéines animales et les protéines végétales. Aujourd'hui, la recommandation est plutôt d'avoir moitié protéines végétales, moitié protéines animales. Donc, ça, c'est pour les recommandations du grand public, de la population générale. Parce que c'est vrai qu'on a tendance, dans la population générale, à manger trop de viande. Donc, protéines animales, on va le retrouver dans tout ce qui est viande, poisson, œufs, produits laitiers. Et les protéines végétales, on va retrouver ça plutôt dans les céréales et les légumineuses, donc les lentilles, les pois chiches, les pois secs, les haricots blancs, les haricots rouges.
si on n'est pas très friand de protéines animales. Bon, déjà, il faut savoir que, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, protéines animales, il ne faut pas non plus l'exclure complètement, et notamment quand on commence à prendre de l'âge, parce que la protéine animale a vraiment cette efficacité et cette qualité que de nourrir le muscle, la masse musculaire. D'accord? Ensuite, les protéines, elles n'interviennent pas que dans la masse musculaire, elles interviennent aussi dans la régénération de nos cellules. Hein, quand on parle du vieillissement cellulaire, le fait d'avoir la peau qui flétrit, d'avoir la peau qui a du mal à cicatriser, c'est le renouvellement de nos cellules. Et là, effectivement, on a besoin de protéines. Donc, ça peut être là, pour le coup, de protéines de tout ordre. Et donc, on va avoir besoin aussi, là, potentiellement d'autres types de protéines, comme les protéines végétales. Donc, les protéines végétales, ce qu'il faut faire attention, si jamais vous n'êtes pas du tout friand de protéines animales et que vous voulez manger que de la protéine végétale, il faut faire donc attention pour la carence au niveau des muscles, mais surtout, il faut faire attention au niveau des carences, ce qu'on appelle en acides aminés essentiels. C'est-à-dire que, par exemple, si vous mangez que des céréales, vous n'allez pas avoir toutes les bonnes protéines que va vous apporter la protéine végétale. Il va falloir que vous complémentiez pour avoir une protéine de bonne qualité. Donc, c'est pour ça que souvent, on associe, en tout cas, on vous recommande d'associer céréales et légumineuses. Je vous donne un exemple, hein, le couscous. On mélange la semoule et le pois chiche. Ce sont deux, finalement, associations qui marchent très bien, puisque du coup, on fait une complémentarité au niveau des protéines et donc, on se retrouve avec une protéine de bonne qualité. Mais attention, pour synthétiser du muscle, rien ne vaut les protéines animales. En complément, Aline, des facteurs qui pouvaient favoriser justement l'assimilation des protéines avec une personne qui a parlé de vitamine C, voilà, à nous dire, s'il vous plaît. D'accord. Alors, la vitamine C n'interviendra pas sur la synthèse protéique, la synthèse musculaire. Par contre, c'est la vitamine D et notamment le calcium et la vitamine D qui sont en fait un minéral et une vitamine qui participent à la synthèse de la synthèse musculaire. Alors, le calcium, c'est ce que vous allez retrouver dans les produits laitiers, hein, dans les yaourts, le lait, le fromage, les fromages blancs. Donc, ça va contribuer à la fois à la synthèse de vos muscles, mais surtout à la synthèse osseuse. Donc, les deux sont vraiment liés. Et pour permettre une bonne assimilation du calcium, mais aussi à la synthèse de vos muscles, c'est la vitamine D. Alors, la vitamine D, on en retrouve un petit peu dans les aliments, notamment dans les poissons, dans certaines viandes. Mais ce qui est surtout ce qui nous permet surtout de synthétiser de la vitamine D, c'est l'ensoleillement. Et donc, je ne sais pas si vous avez, pour certains d'entre vous, des médecins qui vous prescrivent de la supplémentation en vitamine D et je vous invite fortement à vous rapprocher de votre médecin pour faire une petite cure de vitamine D donc sur les périodes hivernales, donc au niveau de novembre, décembre, là on est en plein dedans, pour justement faire une petite complémentation en vitamine D pour justement permettre améliorer en tout cas cette synthèse. En parlant de l'huile de foie de morue. Oui, alors si on est capable d'avaler une cuillère d'huile de foie de morue, pourquoi pas? Après, il faut juste pouvoir avaler la cuillère, mais s'il y en a qui aiment ça, c'est vrai que ça se faisait beaucoup à l'époque. Donc, on laisse tomber le sujet des protéines. Après, une question sur préconisez-vous de manger bio? Alors, faut faire attention avec le terme bio parce qu'on fait souvent l'amalgame que bio, c'est manger sain ou c'est manger équilibré. Moi, si j'achète un paquet de gâteaux bio, mon paquet de gâteaux, c'est pas parce qu'il est bio qu'il est super bon pour ma santé. Il y a quand même du gras, du sucre, il y a quand même des choses qui sont à l'intérieur qui, effectivement, ne sont pas forcément bons pour ma santé. Par contre, effectivement, quand on sélectionne de la viande ou des œufs ou des fruits et des légumes, le fait d'acheter bio, ça préserve effectivement l'utilisation des pesticides et donc du coup, on améliore forcément la qualité des aliments qu'on achète. Maintenant, je voudrais pas qu'on pointe du doigt les gens qui n'ont pas forcément les possibilités, les moyens d'acheter du bio ou qui n'ont pas l'accès en tout cas à ces produits-là. Si vous achetez pas du bio, mais vous achetez quand même des fruits et des légumes, que vous avez une alimentation équilibrée, ça va de toute façon avoir un impact positif sur votre alimentation et votre santé.
Nous avons une question sur quelle eau faut-il boire? Est-ce qu'il y a une eau meilleure qu'une autre? Peut-être préciser la quantité aussi. Oui, alors l'eau du robinet va très bien. Après, il est en effet intéressant de potentiellement de temps en temps prendre des eaux qui sont plus riches en minéraux que d'autres, si on a besoin effectivement d'avoir cette complémentation. Par exemple, il y a certaines eaux comme la Contrex ou l'Épar qui sont plus riches en magnésium ou en calcium, qui permettent du coup d'avoir une petite complémentation en ces minéraux-là. Par contre, il faut savoir que l'assimilation des minéraux contenus dans l'eau reste quand même assez faible par rapport au calcium du produit laitier, par exemple. Donc, clairement, l'eau du robinet, ça va très bien et ça permet, à moindre coût, de pouvoir boire son 1 litre d'eau par jour sans problème. Une question sur plusieurs questions qui se rejoignent sur les féculents, peut-être nous préciser leur intérêt, leur fréquence, et puis avec une petite aparté, savoir s'il faut plutôt que les céréales soient complètes ou pas. Alors, souvent on entend il faut pas manger de féculents, il faut pas manger de pâtes, les pâtes où le pain fait grossir, etc. Donc, c'est vrai que moi j'ai beaucoup insisté sur la protéine et sur les oméga 3 parce que c'était vraiment je dirais les nutriments qui sont importants pour un bon vieillissement. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que dans ce qu'on consomme tous les jours, hein, dans l'énergie dont on a besoin tous les jours, la moitié de cette énergie doit être apportée par les glucides. Et les glucides, on les retrouve où? On les trouve essentiellement, effectivement, dans les féculents, dans le terme générique qu'on appelle les céréales. Alors, idéalement, et notamment de plus en plus avec l'alimentation qu'on trouve aujourd'hui dans nos grandes surfaces, il faut éviter d'aller vers des céréales qu'on appelle des céréales raffinées. C'est-à-dire le pain blanc, les pâtes blanches que vous pouvez trouver dans le commerce. Donc ça, c'est dans la mesure du possible. Idéalement, il faut plutôt aller vers des céréales dites non raffinées, donc des céréales dites complètes. Donc ça peut être du pain complet, ça peut être du pain en céréales, ça peut être aussi des pâtes ou du riz semi-complet qu'on trouve aussi dans le commerce. Alors, je sais que tout le monde n'est pas forcément friand de ce type de produits parce que c'est un goût particulier. On n'a pas forcément l'habitude de consommer ces produits. Mais c'est vrai qu'ils sont du coup plus riches en fibres, plus riches en vitamines et minéraux, sont moins dépourvus de leur écorce de base. Donc, du coup, voilà, il faut essayer de privilégier ces céréales, mais bien évidemment que les pâtes, le riz, les pommes de terre, le pain doivent faire partie de notre alimentation, puisque je vous dis, ces aliments-là doivent couvrir quasiment 50% de nos besoins journaliers. Existe-t-il une alimentation spécifique pour les personnes ayant été victimes de SCA? Je ne sais pas ce que veut dire SCA. Ah, je crois qu'il l'a précisé après, syndrome coronarien aigu. C'est ça? Non, je sais pas, je le vois. Ah oui, voilà, exact, oui, c'est ça. Oui, oui. Ça doit être ça? J'avais vu autre chose de moins agréable. Alors, à partir du moment où on touche au système finalement cardiovasculaire, pendant longtemps, on a donné des conseils en termes d'alimentation, comme quoi il fallait manger moins salé, moins gras, etc., etc. Aujourd'hui, on revient complètement sur cette recommandation-là. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'alimentation finalement méditerranéenne serait finalement l'alimentation qui serait bénéfique pour tout le monde, tant en termes de prévention, mais qu'en termes finalement de prise en charge de certaines maladies. Donc, on arrête les régimes dépourvus de sel, ça n'a pas montré son efficacité. Alors, hormis si effectivement vous avez une insuffisance cardiaque aiguë et qu'il faut la traiter de façon urgente. Mais voilà, sinon, pas de raison de faire un régime sans sel, pas de raison de faire un régime sans gras, on l'a vu tout à l'heure, puisque au contraire, on a besoin de ces graisses, on a besoin de ce gras. Par contre, c'est comme tout, il ne faut pas en manger en excès, c'est-à-dire que si vous mettez la plaquette de beurre sur votre tartine le matin, ou si vous êtes friand de viennoiserie et de gâteaux industriels, c'est ces excès-là en fait qui vont pouvoir créer des problématiques artérielles ou cardiaques. Donc, quand on a un problème cardiaque, il faut revenir sur une alimentation équilibrée, maintenir quand même ces 6 instants de plaisir, tout en essayant de conserver une alimentation variée avec toute la diversité dont on a parlé tout à l'heure. Concernant le gras, les margarines végétales peuvent-elles remplacer le beurre?
Alors, faut faire attention parce que la margarine végétale et le beurre sont deux produits différents. Malgré sa texture, on pourrait penser que ce sont deux textures qui finalement ont la même composition. Le beurre est fait à partir de lait, la margarine végétale est fait à partir d'huile transformée. Donc moi, j'ai toujours plutôt tendance à dire allons vers l'aliment naturel qui a été fabriqué naturellement parce que le beurre, effectivement, va vous apporter, alors, certes, des acides gras saturés, mais si à partir du moment où on ne la cuit pas, elle n'est pas nocive pour nos artères. Par contre, si vous avez l'habitude de cuisiner au beurre et que effectivement vous remplacez le beurre par la margarine végétale, il faut savoir que la margarine végétale, c'est une transformation de votre huile en version liquide. On l'a transformée de façon industrielle pour la rendre solide. Et cette transformation, finalement, lui rend et lui confère les mêmes propriétés que si vous faisiez finalement cuire du beurre dans une poêle. Donc, je dirais que l'idéal, c'est quand même le beurre cru, le beurre traditionnel cru sur les tartines le matin et d'essayer de conserver l'huile végétale à l'état naturel pour cuisiner. Une question sur, on pourrait peut-être faire un petit point sur la différence entre les yaourts à base de lait et les produits à base de soja, s'il vous plaît. Oui, alors, bon, déjà, il y a la première différence, c'est que d'un côté, vous avez de la protéine animale, qui est le yaourt, et de l'autre, vous avez une protéine végétale, qui est la spécialité à base de soja. Ça, c'est le premier critère. Donc, ça revient à ce que je vous disais, c'est que vous allez avoir une qualité en protéines pour la synthèse musculaire qui va être différente. Et la deuxième chose, si vraiment vous êtes friand de ces produits-là et que vous ne pouvez vraiment pas consommer des produits type yaourt parce que vous appréciez pas le goût du lait, essayez au moins de prendre des yaourts, enfin des préparations à base de soja enrichis en calcium. Parce que la deuxième problématique, c'est que le soja n'est pas riche en calcium comme le lait. Et donc, vous risquez d'avoir des produits qui soient dépourvus de calcium. Or, on a besoin, notamment pour la synthèse osseuse, de ce minéral qui est très important et qui est présent que dans les produits laitiers. J'avais cru entendre aussi qu'il y avait des phytoestrogènes qui pouvaient être problématiques en cas de sensibilité à certains cancers, non? Oui, tout à fait. Oui, le soja, il faut faire attention parce qu'effectivement, ça peut, notamment dans le traitement du cancer et puis avec la phase de ménopause, hein, ça peut effectivement entraîner des effets secondaires dans le traitement de certains cancers. Oui. Donc, il faut faire attention avec les produits à base de soja. Cancer hormonodépendant, c'est tout à fait ça. Oui. Alors, on insiste sur les purées d'oléagineux pour remplacer le beurre. Donc, remplacer le beurre, j'imagine, avec de la purée de noisettes ou d'amandes, peut-être du Nutella, personnellement. Ah, ça doit être ça la question, en fait. C'était pour la façon d'amener le Nutella. Là, pour le coup, en fait, le beurre a cet avantage, c'est que ça va vous apporter certaines vitamines, notamment la vitamine A. La purée d'oléagineux, vous êtes plutôt sur des acides gras insaturés, notamment des oméga 3. Donc, on n'est pas du tout sur le même type d'apport en acides gras, en qualité de matière grasse. Donc, il ne faut pas remplacer l'un par l'autre. Pour autant, effectivement, la purée d'amande, la purée de noisettes peut être un bon complément. Mais l'idée, c'est pas de se substituer l'un par l'autre, c'est plutôt de dire l'un et l'autre, parce que chacun de ces aliments va être source chacun de ces acides gras intéressants et de ces vitamines et de minéraux complémentaires. Donc, on ne substitue pas, on vient compléter les deux. En fait, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur de manger du beurre, en fait. Hein. Alors, c'est vrai qu'on a peut-être pendant longtemps fait on a l'impression que c'était un peu la bête noire, hein, le beurre. Faut vraiment se réconcilier avec le beurre. C'est toujours une question de quantité. Comme je vous dis, si on garde notre petite noisette de beurre le matin tartinée sur ses tartines, il n'y a aucun problème. Ce qui est nocif dans le beurre, c'est si on vient à cuire le beurre dans la poêle, et c'est ce beurre en fait qui est ce beurre cuit hein, qui est nocif pour les artères, qui peut avoir des conséquences sur certaines maladies cardiaques.
Alors, nos auditeurs polémiquent beaucoup sur la viande rouge, les quantités. Voilà. Donc après, je crois qu'on ne mange pas. Certes, il y a de très gros mangeurs de viande, tout Ouais. confondu, mais pas forcément de viande rouge en France. Donc peut-être remettre quelque chose là-dessus. Et Oui. encore une fois, une notion peut-être de quantité ou de fréquence par semaine, s'il vous plaît. Mhm. Mhm. Donc c'est vrai que tout à l'heure j'ai dit il faut tous les jours avoir une portion de viande, poisson, œuf, donc 2 fois par jour. Donc ça c'est les recommandations pour les seniors pour justement maintenir cette masse musculaire. Ensuite, j'ai pas donné effectivement de fréquence en termes dans cette catégorie-là de fréquence. Donc en termes de prévention de santé, au niveau alimentation, il y a des nouvelles recommandations. Alors peut-être que certains ont vu passer de ces messages-là. C'est le Plan national nutrition santé qui a donné cette notion de fréquence, notamment en prévention des cancers et notamment des cancers colorectals, en donnant des fréquences pour tout ce qui est viande rouge et charcuterie. Donc, il faut quand même manger un peu de viande rouge. Donc, je ne veux pas que les gens pensent qu'il faut complètement supprimer la viande rouge de son alimentation parce qu'on a besoin de la viande rouge, parce que la viande rouge va apporter du fer, beaucoup plus de fer que certaines viandes blanches. Voilà, chaque viande, chaque partie de viande et chaque viande de chaque animal va être intéressant pour ses apports en vitamines, en minéraux, en fer, etc. Par contre, c'est vrai que si on abuse, si on est un grand mangeur de viande, si on mange de la viande rouge tous les jours, midi et soir, on peut dépasser les quantités recommandées et dépasser donc ces fameuses recommandations en termes de prévention des cancers. Donc, l'idéal, c'est effectivement de se limiter à ces 500 grammes de viande rouge et de charcuterie, donc ce qui est quand même des quantités importantes. Alors, ça peut paraître peu pour ceux qui sont grands mangeurs de viande, mais suffisantes si on veut voilà, varier entre du bœuf, de la volaille, du porc, du poisson, il y a des œufs, il y a du jambon. Enfin, voilà, il y a quand même suffisamment de matière aujourd'hui pour varier son alimentation avec le panel de viande qui est à présent dans nos rayons. On a à peu près fait le tour des sujets qui ont été évoqués par tout le monde. Mmh. Je pense que là, on a fait le tour au niveau des questions, en fait. Peut-être des dernières. Non, ben, je pense que je ne vois personne en train d'écrire. Je pense qu'on a fait le tour. Voilà, oui, j'ai l'impression. Donc, si vous n'avez pas d'autres questions, si vous avez une dernière question, n'hésitez pas. Ah, on en a une. Ah non, c'est des remerciements. D'accord. Je vois encore des gens qui écrivent. Oui, je pense qu'on arrive sur la partie remerciements, en fait. Ah. L'alimentation durable, qui n'est pas tout à fait le sujet du jour. Oui. Bon, après effectivement, si on peut privilégier les circuits courts, c'est effectivement beaucoup mieux. Ça n'impactera pas forcément la qualité de l'aliment, mais pour une logique écologique, en effet, il est préférable d'acheter chez l'agriculteur du coin dans la mesure du possible, bien évidemment. Et de saison. Et de saison. Ça, par contre, pour le coup, oui, ça va améliorer grandement la qualité des produits. Alors, on avait aussi une question sur l'huile de coco qui revient. Oui, alors c'est vrai qu'on en entend souvent parler d'huile de coco. Alors, pour le coup, je suis pas sûre que ça soit développement durable. Alors, bonne pour la santé, c'est comme tout, hein, il n'y a pas vraiment d'huile qui est meilleure qu'une autre pour la santé. L'idée, c'est toujours pareil. Il faut varier ses huiles, varier le plus possible pour être sûr d'avoir une bonne complémentarité, aussi bien en vitamines qu'en acides gras. Donc, et je pense que l'huile de coco est une huile. Enfin, j'en achète pas, mais il me semble qu'elle est quand même certainement coûteuse, parce qu'il me semble que c'est forcément un produit bio.
de mémoire, mais voilà, je suis pas spécialiste de cette huile-là, mais je sais qu'on en entend effectivement beaucoup parler. Une question sur poids IMC. Quel est le but de la question? C'est quelque chose qui a été abordé au départ en disant de surveiller son poids, je crois. Oui, alors c'est vrai que l'important c'est de surveiller son poids. Après, on peut calculer l'IMC, hein, c'est aussi un deuxième indicateur. Donc l'IMC, c'est la taille sur le poids au carré. C'est le poids, pardon, sur la taille au carré. Oui, ça peut être un deuxième indicateur, mais déjà, si vous arrivez à vous peser et à surveiller votre poids régulièrement, c'est le principal. Parce que ce que j'ai pas dit effectivement sur l'IMC, c'est qu'il peut y avoir des personnes en surpoids ou des personnes obèses, donc il y a un IMC supérieur à 30, voire parfois supérieur à 40, et pour autant qui ont quand même une perte de masse musculaire. Donc c'est pour ça que la perte de poids est un meilleur indicateur, parce que même si la personne fait 100 kilos, si elle a perdu 3 kilos en quelques jours, ça doit vous inquiéter autant qu'une personne qui fait 30 kilos ou 40 kilos. Voilà, donc voilà. J'ai oublié la question des sucres. Oui, une question sur le sucre, peut-être les sources de sucre, les différents sucres. Visiblement, ce sont des sucres pour sucrer, pour ajouter dans les aliments. D'accord. Alors, c'est vrai que le sucre blanc est un sucre, c'est comme tout à l'heure pour les féculents, hein, le sucre blanc est un sucre donc du coup raffiné qui va pas apporter grand-chose hormis le plaisir de sucrer la préparation. Après, il y a d'autres alternatives comme le miel, les fleurs de coco, fleurs de bouleau. Certains ont ce qu'on appelle un pouvoir sucrant plus important que d'autres. Donc, l'avantage, c'est que du coup, vous allez en mettre moins dans la préparation pour avoir ce même goût sucré. Pourquoi pas. Maintenant, faut pas oublier que c'est l'excès de sucre hein, qui va être nocif. Et plus vous prenez l'habitude de sucrer vos préparations, donc je prends l'exemple du yaourt ou du café, même si vous mettez quelque chose qui va avoir un pouvoir sucrant plus élevé, on peut parler des édulcorants, hein, tout bêtement. Hein, si vous mettez un édulcorant, l'avantage c'est que là, pour le coup, ça n'apporte pas du tout de sucre et pas du tout de calories. Par contre, vous habituez effectivement à manger sucré, quel que soit le produit que vous mangez. Et donc, du coup, en termes d'éducation, vous maintenez du coup ce goût sucré en bouche pour toutes les préparations que vous faites. Donc, pourquoi pas varier le type de sucre que vous mettez? Oui, notamment pour avoir une complémentation qualitative. Mais voilà, il n'y a pas de recommandation plus particulièrement là-dessus. Une question sur les abats qui rejoint peut-être les protéines. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas parlé des abats. Il faut savoir que les abats sont effectivement très intéressants, notamment pour leur apport en fer. Donc, si vous êtes amateur d'abats, vous pouvez aussi en consommer. Alors, c'est toujours pareil, il faut faire attention aussi il ne faut pas consommer des abats tous les jours, hein, c'est comme tout. Mais pour leur apport en fer, c'est effectivement une bonne source de protéines et de fer. Voilà, là, il y a des échanges entre les personnes pour parler des menus comme j'aime pour perdre du poids, sauf que c'est pas vraiment le sujet. Et justement, il faut peut-être pas perdre de poids quand on vieillit. Il faut pas perdre de poids et surtout, et j'insiste, je rejoins Daniela qui dit que non, ce sont des régimes restrictifs. Donc, en effet, et ça, quel que soit son âge, on évite les régimes restrictifs parce que vous allez perdre du muscle et pas perdre du gras. Et quand on perd du muscle, eh bien, on perd pas du poids en fait. On perd pas ce qu'il faut en fait. Donc, pas de régime restrictif en effet. Voilà, et on pourrait peut-être reboucler sur effectivement l'activité physique qui est le pendant indéniable de la bonne alimentation et du bon moral. Exactement. Il faut trouver un équilibre dans son alimentation, mais aussi un équilibre dans sa vie de tous les jours. Ça participe à sa qualité de vie et se remettre effectivement à l'activité physique. Donc, comme je l'ai dit, hein, ça peut être aller se promener avec son voisin, ses amis. Ça peut être du jardinage, du bricolage. Le tout, c'est d'être actif un peu tous les jours. Et dans cette activité, il faut y trouver du plaisir. Il ne faut pas se forcer. Donc, c'est de trouver ces petits moments pour soi à partager avec les amis ou seul. Mais en tout cas, il faut se bouger, il faut bouger. Le fait de bouger et de manger, hein, c'est les deux facteurs clés de votre vieillissement réussi. Très bien, je pense que on a fait le tour des questions qui concernent la nutrition.